J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu le vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en Pourquoi on parler peut pas en parler librement? librement? C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis enchantée de recevoir aujourd'hui le docteur Abdoulaye Diop à Dakar pour nous parler de ménopause. Alors, le docteur Diop, bonjour docteur Diop. Bonjour madame. Le docteur Diop est un gynécologue obstétricien, échographe, blogueur et récemment, et je pense que ça doit être lié à son ADN et à sa lignée d'écrivains et de poètes, il est également écrivain. Il a son cabinet à Dakar, il a un CV long comme... il est vice-président de l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens, il a ouvert des blogs, il libère la parole, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il a publié donc son premier livre en 2023, si l'on parlait de gynécologie et d'obstétrique. Et puis, il fait régulièrement des interventions dans pas mal d'émissions de médias nationaux ici au Sénégal. Il est aussi consultant pour le Centre de formation et de recherche en santé de la reproduction. Il a été médecin-chef à la clinique NES, médecin-chef du SAMU social. Et il a un credo qu'on partage vraiment avec lui à Silence on ménopause, qui est instruire les femmes pour éduquer le monde. En partant de ces beaux mots, on a bien envie de pouvoir avoir vos mots à vous, docteur Diop, sur la ménopause, parce que je suis doublement ravie de vous recevoir ce soir. On vous a peu entendu sur la ménopause jusqu'à maintenant, donc je suis très heureuse qu'on ait cette exclusivité sur Silence on ménopause, d'en savoir un peu plus sur votre position et puis vos conseils surtout pour accompagner les femmes. Merci de l'occasion que vous me donnez de communiquer encore une fois avec des patientes. C'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup de ménopause et je pense que oui, c'est un sujet important sur lequel on devrait revenir souvent, vu la peur et vu toutes les appréhensions que les femmes peuvent avoir sur cette ménopause. Alors, pour commencer dans le sujet, si moi je vous dis ménopause, qu'est-ce que les 3 premiers mots qui vous viennent, ce serait quoi? Si vous dites ménopause, j'ai envie de dire la peur déjà. Le deuxième mot, c'est bouffée de chaleur. Et le troisième mot que j'aurais envie de dire devant la ménopause, c'est les règles. Dans le sens où la ménopause fait peur aux femmes. Les quelques femmes qui viennent en consultation pour nous voir parler de ménopause, elles ont peur de la ménopause, ce qui est un peu paradoxal, entre guillemets, pour nous professionnels de la santé, si on sait que la ménopause est un phénomène naturel. De la même manière qu'on voit la puberté en âge de sa vie, à un moment, on aura la ménopause. C'est tout à fait normal et naturel. Que ça engendre de la peur, c'est peut-être lié aux symptômes qui vont accompagner cette ménopause, qui va être vécu chez beaucoup de femmes comme étant très, très, très désagréable, alors que d'autres vont le vivre plutôt de manière empressée, même parfois, si ça peut sera un peu une délivrance par rapport à certains symptômes qu'elles peuvent avoir durant leur vie génitale. Le second mot, c'est naturel. Oui, comme je l'ai dit, la ménopause est un phénomène tout à fait naturel. Toutes les femmes auront la ménopause. Et enfin, la ménopause, le symptôme principal de la ménopause, c'est la disparition de ces fameuses règles. Est-ce que les clientes qui viennent vous voir, vos patientes qui sont dans cet âge de la périménopause et de la ménopause, est-ce qu'elles vous en parlent naturellement ou c'est un sujet qui est encore très tabou au Sénégal et dont on parle peu? On en parle. Certaines patientes qui viennent nous voir spécifiquement pour la ménopause, soit parce qu'elles ont entendu parler de la ménopause ou elles pensent être en ménopause, ou bien elles ont des symptômes qui font qu'il y a des désagréments. Là, elles en parlent spontanément. D'autres, par contre, paradoxalement, vont avoir manifestement des symptômes de ménopause. Mais si c'est des femmes qui n'ont peut-être pas eu autant d'enfants qu'elles voulaient avoir avant leur ménopause, elles vont plutôt faire une sorte de déni
de la ménopause prochaine qui va survenir et refuser d'en parler ou refuser d'accepter que ces règles qui commencent à devenir irrégulières, ces bouffées de chaleur qu'elles ressentent, c'est probablement une ménopause, une préménopause qui s'installe. Donc les deux catégories de femmes existent et on les rencontre. Qu'est-ce qu'elles vous disent quand elles viennent vous voir, justement? Pour celles qui sont pressées d'avoir la ménopause dès le début de la consultation, d'emblée, le mode de consultation peut-être, hein, docteur, je pense que je suis en ménopause. Ok, parfait. Pourquoi vous pensez que vous êtes en ménopause? Parce que je ne vois plus mes règles, j'ai des bouffées de chaleur, etc. Donc, elles sont plutôt renseignées par Google ou par les réseaux sociaux ou autres sur les symptômes. L'autre catégorie de femmes, la deuxième catégorie de femmes, vont simplement venir nous dire je ne vois plus mes règles et je veux un bébé. Comment je fais? Et donc là, c'est peut-être l'examen ou l'interrogatoire qui va nous orienter un peu vers la ménopause. Et c'est là que nous envisageons l'hypothèse que ce soit une ménopause ou une préménopause. Et à partir de là, on essaie de voir quelles sont les possibilités selon le motif de la constatation. Selon vos connaissances à vous, vos recherches à vous, l'âge moyen de la ménopause au Sénégal, il est Comme partout comme ailleurs, l'âge médian. à partir de 45 ans, l'âge médian de la ménopause au Sénégal, c'est comme partout ailleurs, c'est vers 45 ans. Vers 45 ans, d'accord. Donc un peu plus. Enfin, au niveau mondial, c'est 51 ans, l'âge médian, mais avec des symptômes qui peuvent démarrer quasiment 10 ans avant. Donc les femmes viennent vous voir quand elles sont déjà confrontées à un symptôme particulier. Est-ce que vous en avez que des plus jeunes, justement, qui vous en parlent quand elles ont une quarantaine d'années, en vous disant qu'est-ce qui va se passer? Oui, certaines patientes peuvent avoir des appréhensions très tôt par rapport à la ménopause, soit parce qu'elles ont entendu parler de cette fameuse ménopause précoce qui survient avant l'âge de 40 ans, ou de cette ménopause ultra précoce qui peut survenir même avant l'âge de 30 ans. Et donc, elles vont évoquer le sujet. Si jamais elles ont, à partir de 35 ans, 40 ans, des perturbations du cycle qui peuvent ne pas être dues à la ménopause ni à la préménopause, elles vont aussi évoquer le sujet en ayant la hantise qu'on leur annonce durant la constatation ou au décours d'un bilan hormonal ou un bilan sanguin que c'est cette ménopause qui est en train de s'installer. Justement, vous, quelles sont les analyses que vous recommandez quand les femmes viennent vous voir pour vraiment avoir la certitude qu'elles sont bien ménopausées? Le diagnostic de ménopause, pour poser le diagnostic de ménopause, théoriquement, on n'a pas besoin de bilan. La ménopause en elle-même ne pose pas problème. Ce qui pose problème, surtout, c'est la préménopause. La préménopause, c'est la période un peu désagréable qui précède la ménopause et qui est caractérisée par l'apparition de symptômes très désagréables pour la femme, tels que les bouffées de chaleur, le séchage vaginal, l'irritabilité, etc. Et c'est cette préménopause-là qui est difficile à gérer. Maintenant, quand une patiente vient avec des troubles du cycle, principalement, ou des symptômes tels que les bouffées de chaleur ou de la sèche vaginale, et qu'elle a l'âge entre 40 et 45 ans, c'est pas encore l'âge précis de la ménopause. Si on a un doute par rapport à ça, c'est là où on peut demander un bilan sanguin, un bilan hormonal. Notamment, on sait que la ménopause sera caractérisée par une augmentation d'une hormone dans le sang qu'on appelle la FSH, qui va avoir des proportions assez grandes, et une diminution dans le sang d'une seconde hormone qu'on appelle l'estradiol. Et enfin, il y a l'AMH pour la réserve ovarienne. Donc, c'est ce trio de dosage de la FSH, dosage de l'estradiol et dosage de l'AMH qui permet de signer biologiquement le diagnostic de la ménopause ou de prédire le diagnostic de la préménopause, enfin l'installation de cette préménopause. Parfois, c'est à l'échographie qu'on va voir des symptômes, des signes échographiques qui vont nous poser de confirmer le diagnostic aussi. Et est-ce que vous avez mis en place des choses spécifiques dans votre métier pour cette période, pour l'accompagnement? Est-ce que vous êtes formé à des choses complémentaires? Est-ce que c'est un sujet pendant les études de médecine d'un gynéco? Est-ce qu'on parle beaucoup de la ménopause? Oui, le diagnostic de la ménopause, la prise en charge de la ménopause fait partie des compétences normales de n'importe quel gynécologue ou même n'importe quelle sage-femme. Dans les cours de gynécologie à la faculté de médecine, ce chapitre ménopause est un gros chapitre que l'on étudie comme tous les autres chapitres. Les traitements qui peuvent être proposés par rapport à la ménopause, que ce soit les traitements hormonaux substitutifs, que ce soit la phytothérapie et tout l'accompagnement, même si depuis quelques années, on voit qu'il y a une grosse progression de la médecine, des études et des médicaments disponibles pour gérer un peu les symptômes de la ménopause et de la préménopause. Mais il n'y a rien de vraiment spécifique, en tout cas moi personnellement, j'ai mis en place pour accompagner les patients durant cette ménopause. Certaines vivent très bien leur ménopause, d'autres le vivent beaucoup moins bien. Et c'est selon les demandes de la patiente, selon les appréhensions de la patiente, selon ses attentes, que l'on va proposer une prise en charge ou un accompagnement. C'est quoi les idées reçues ou les tabous que vous entendez dans votre cabinet?
Par rapport à la ménopause, les idées reçues que nous recevons, c'est surtout cette notion de, que la ménopause, c'est une genre punition, soit une punition divine, ou bien c'est entre guillemets, la fin de la vie génitale, ou c'est la fin, entre guillemets, de la vie de la femme, que quand une femme est ménopausée, elle ne sert plus à rien. C'est un peu ces idées reçues que nous essayons de déconstruire en disant non seulement que la ménopause est un phénomène tout à fait naturel. Toutes les femmes, à un moment de leur vie, commencent à avoir leurs règles, c'est la puberté. À un autre moment de leur vie, elles vont arrêter de voir leurs règles, c'est la ménopause. On est génétiquement programmé pour tout ça, c'est tout à fait normal. Deuxièmement, il y a une vie après la ménopause, et une belle vie après la ménopause. Bonne nouvelle. Oui, mais il faut avoir une très belle vie après la ménopause. Indépendamment, oui, des désagréments tels que les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, etc., la baisse de la libido, etc. Mais après la ménopause, la femme n'a plus cette préoccupation-là de toujours prendre sa méthode de contraception, prendre la pilule pour ne pas tomber enceinte. Donc cette hantise de grossesse indésirée, de grossesse non désirée, va s'éloigner. Deuxièmement, beaucoup de pathologies gynécologiques qui fatiguent les femmes vont, entre guillemets, disparaître ou beaucoup régresser après la ménopause, telles que les endométrioses, les femmes qui souffrent de règles douloureuses, très douloureuses, arrivées à cette ménopause, elles ont quand même un soulagement. Ces règles douloureuses vont disparaître. Troisièmement, d'autres pathologies aussi telles que les fibromes ont tendance à régresser ou en tout cas à beaucoup diminuer après la ménopause. Et donc le poids, les saignements, les douleurs liées à ces fibromes, à ces myomes vont fortement régresser à partir de la période de la ménopause. Et enfin, d'autres femmes, après soit un accompagnement médical ou psychologique, vont avoir une sexualité très épanouie après la ménopause. Certaines patientes ont eu le premier orgasme après la ménopause. Ça arrive. Alors que peut-être durant la vie sexuelle active avant la ménopause, du fait de la présence d'une endométriose ou bien d'autres choses, elles n'avaient peut-être pas autant de plaisir qu'elles en avaient avant la ménopause. Donc oui, on peut avoir une vie après la ménopause et une très belle vie même. Parce que vous faites partie dans la série des médecins qui lèvent les tabous, vous faites vraiment partie de cela en ayant écrit le petit manuel du plaisir féminin. Donc, justement, sur cette partie de sexualité épanouie après la ménopause dont vous parliez, le fait qu'il y ait des femmes qui aient pu avoir un premier orgasme seulement après la ménopause, c'est lié aussi à cette espèce de libération qu'elles peuvent avoir? Oui, après la ménopause, il n'y a plus cette hantise-là de est-ce que j'ai tombé enceinte, que je vais avoir des rapports sexuels, ou est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai pris ma pilule ce soir, le préservatif a éclaté, etc. Donc il n'y a plus toute cette préoccupation, ce qui peut un peu jouer un rôle de tue-l'amour, et au lieu de se concentrer sur son plaisir, on va plus se concentrer sur le moment fatidique où le conjoint va éjaculer pour éviter si on fait le coït interrompu, etc. Donc on n'a plus cette préoccupation-là. Donc, quelque part, on a une certaine liberté ou on a une certaine légèreté au niveau de son esprit de se concentrer sur son plaisir. Les rapports sexuels après la ménopause sont exclusivement dédiés au plaisir. Alors que les rapports sexuels en dehors ou avant la ménopause sont dédiés certes au plaisir, mais aussi à la procréation. Donc, c'est ce second aspect qui est très important, qui doit même être mis au premier plan de l'intérêt ou de rôle du rapport sexuel, c'est avant tout le plaisir. Et c'est après la ménopause que le plaisir va prendre toute sa splendeur. Et dans un pays à majorité musulmane, avec encore beaucoup une majorité de couples qui sont... je vais y arriver. Ça, c'est les pertes de mémoire, c'est lié à la ménopause, à la périménopause. Où on est dans de la polygamie. Est-ce que cette ménopause, elle peut être une espèce d'épée de Damoclès aussi sur la tête de certaines femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants et d'avoir à un moment cette espèce de menace de ça y est, tu n'es plus fécondable, donc je vais prendre une épouse plus jeune? Oui, bien sûr. Ne serait-ce que pour la femme elle-même, avant même de parler de son conjoint, mais une femme même qui approche la ménopause, ou bien qui est en ménopause, qui n'a pas eu d'enfant, ou bien qui n'a pas eu le nombre d'enfants qu'elle voulait avoir, c'est chez ces femmes-là où les symptômes de la ménopause sont plus en avant, qui ont beaucoup plus de problèmes, de bouffées de chaleur, d'irritabilité, etc. Parce qu'il y a un sentiment d'insatisfaction. Et oui, c'est un argument que certains hommes peuvent utiliser auprès de leurs femmes, quand ils ont envie parfois de prendre une seconde épouse, si la loi ou la religion leur permet, et donc d'utiliser comme argument le fait qu'à partir de la ménopause, la femme ne peut plus avoir d'enfants, et que lui, en tant qu'homme, il est encore, entre guillemets, jeune, il peut avoir des enfants, et donc ce serait l'occasion d'avoir une autre plus jeune pour avoir des enfants. Et cette épée de Damoclès pend
au nez, ou j'ai envie de dire à la tête ou à l'utérus de toutes ces femmes qui n'ont pas peut-être eu autant d'enfants qu'elles voudraient en avoir dans le couple. Et comment vous les accompagnez spécifiquement, ces femmes-là, justement? Vous, en tant que L'accompagnement gynécologue, de, tout à l'heure, vous parliez l'accompagnement de la, d'accompagnement psychologique aussi. oui, l'accompagnement de la ménopause dépend des symptômes que la femme présente. La première chose quand nous recevons une patiente qui vient pour consulter pour la ménopause ou bien des troubles du cycle, c'est d'abord de la rassurer et de lui expliquer que la ménopause est un phénomène naturel. D'abord, il faut accepter que c'est un phénomène naturel. On ne peut pas y échapper, malheureusement. Deuxièmement, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une belle vie après la ménopause. Donc, plus de problèmes de contraception, plus de contraintes de règles douloureuses, plus de contraintes de fibromes, de douleurs, etc. Ce genre de choses. Troisièmement, les symptômes que les patients peuvent présenter à la ménopause, on peut les prendre en charge. Quand vous avez des bouffées de chaleur, il y a des médicaments très efficaces pour ça, que ce soit la sécheresse vaginale, que ce soit la baisse de la libido, il y a des médicaments pour relancer la libido et autres. Donc, le traitement, c'est un traitement symptomatique. Selon le signe que la patiente présentera, on va lui proposer un traitement adapté jusqu'à ce qu'elle ait une meilleure amélioration et une bonne qualité de vie personnelle, une qualité de vie psychologique, une qualité de vie sexuelle. Attirer aussi l'attention des patients qu'à partir de la ménopause, il y a, c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on n'a plus besoin d'aller chez le gynécologue ou chez la sage-femme, parce que certaines pathologies gynécologiques, malheureusement, vont apparaître à partir de la ménopause. Certains cancers gynécologiques, comme le cancer du sein, ont plus tendance à apparaître après la ménopause qu'avant. Donc, une surveillance des organes génitaux va être de mise régulière avec un calendrier de surveillance par des mammographies, des échographies, des frottis à partir de la ménopause pour justement éviter d'être surpris par un cancer ou ce genre de choses-là. Donc, c'est pas seulement durant cette période où on peut avoir des enfants qui vont aller chez le gynécologue. Donc, établir un calendrier de suivi, traiter les symptômes et profiter pleinement de sa ménopause. Et quelle est votre position sur les thérapies d'hormones de substitution? C'est du cas par cas. Les hormones de substitution peuvent avoir un danger parce que ces hormones de substitution après la ménopause peuvent avoir un potentiel, un danger quant à l'apparition de certains cancers, surtout si on a des prédispositions génétiques. Donc, il faudrait vraiment faire ça au cas par cas, selon les antécédents de la patiente, selon les médicaments qu'elle a eu à prendre, selon ses antécédents familiaux notamment, lui proposer un traitement et adapter au cas par cas. Si le traitement marche, tant mieux. Personnellement, je penche plus pour la phytothérapie que les traitements hormonaux. Mais C'est dans quoi la certaines proportion situations, chez vos patientes du nombre de, enfin, en pourcentage de patientes qui sont sous hormones de substitution ou au Sénégal il y de en a manière générale? personnellement par rapport à mes patientes qui sont en ménopause ou en préménopause et chez qui j'ai donné un traitement, je pense que 80% des cas, je donne plus de la phytothérapie que des hormones. Et quand vous parlez de 80-90%. phytothérapie, ce serait quoi comme produit? Déjà du soja. On sait que le soja va améliorer la sécrétion des oestrogènes au niveau de la patiente, le taux d'oestrogène. Et c'est justement cette baisse du taux d'oestrogène qui est à l'origine des symptômes, parce que le cerveau, ne comprenant pas que le taux d'oestrogène baisse, va sécréter beaucoup de FSH pour relancer l'oestrogène en vain. Et ce sont cet excès de sécrétion de FSH qui est à l'origine des symptômes de la ménopause principalement. Donc en rétablissant un peu le taux d'oestrogène dans le sang, les sécrétions cérébrales vont baisser et les symptômes de la préménopause vont s'amenuiser. Donc, il y a aussi un changement d'habitude alimentaire ou de charge calorique. Après la ménopause, les besoins énergétiques de la femme vont baisser beaucoup. Si on a le même rythme de vie, entre guillemets, on a la même quantité de nourriture que l'on prend, on aura plus tendance à faire des réserves et donc à grossir. Les femmes, à partir de la ménopause, ont tendance à grossir 1, 2, 3 kilos par an. Ça a trait au fait qu'elles utilisent beaucoup moins de calories. Donc, il faudrait réduire l'alimentation, entre guillemets, en tout cas réadapter et compenser peut-être en faisant une activité sportive. L'activité intellectuelle aussi est importante. L'activité intellectuelle, que ce soit une intellectuelle littéraire, la lecture, une activité spirituelle, ça contribue un peu à équilibrer la femme durant la ménopause. Et enfin, les supplémentations en calcium notamment, a eu effet à l'apparition d'une ostéoporose par manque de calcium, souvent constatée après la ménopause chez la femme. Et sur le plan dermatologique aussi, cette sécheresse vaginale dont beaucoup de femmes se plaignent, ou bien l'apparition de certaines rides et autres là, peut être compensée par des produits avec l'apport de nos collègues dermatologues pour que la femme puisse continuer à avoir la peau qu'elle a envie d'avoir, le teint qu'elle a envie d'avoir, les os qu'elle a envie d'avoir. Et dans les symptômes complémentaires aussi, aujourd'hui, plus on lit de choses, nous, en s'intéressant à ce podcast, plus
plus la liste des symptômes grandit tous les jours dans ce qu'on voit, mais effectivement, on entend parler de douleurs articulaires, de brouillard cognitif, de perte de mémoire, de la qualité de la peau qui change aussi, au-delà des bouffées de chaleur, on va dire, un peu plus classiques. Est-ce que, justement, tous ces symptômes complémentaires, on va dire, les femmes que vous recevez en consultation, elles les connaissent déjà ou elles sont plutôt, toujours dans cette idée d'éduquer les femmes, elles sont plutôt calées, on va dire, sur les bouffées de chaleur et puis ça s'arrête là? Oui, en général, les femmes, ménopause égale bouffée de chaleur. S'il y a vraiment un maître symptôme que les femmes vont évoquer pour parler de la ménopause, ce sont les bouffées de chaleur. D'autres symptômes peuvent ne pas être automatiquement reliés aux bouffées de chaleur, à la ménopause plutôt. Peut-être nous, oui, professionnels de la santé, on est aguerris à ça, donc on sait, mais souvent la patiente ne va pas se rendre compte que peut-être les douleurs articulaires qu'elle a, ou bien une fracture pathologique qu'elle peut avoir, ou bien certaines rides qui vont apparaître sont liées à la ménopause. Liées au vieillissement naturel de l'organisme, oui, mais elles ne font pas toujours la corrélation entre ces symptômes-là et la ménopause, et on est là un peu pour le rappeler et pour leur dire que c'est un peu lié, mais il y a des solutions par rapport à ça. Donc on peut compter sur vous pour les accompagner et pour leur donner de l'information sur ces différents sujets. Quand elles ont réussi à passer cette période de la périménopause et qu'elles arrivent en ménopause, vraiment, la post-ménopause, on va dire, les mots qui reviennent pour elles, une fois que vous leur avez dit, vous allez voir, la vie est belle après, est-ce que vraiment elles vous reviennent en vous disant, youpi, la vie est vraiment belle après, ou elles sont encore Oui, en train de... Ou c'est pour difficile la pour elles? plupart, oui. Pour la plupart, oui. Pour la plupart, quand on arrive à les accompagner médicalement par rapport à leurs symptômes, quand on arrive à leur débarrasser de ces bouffées de chaleur, principalement, quand on arrive à rétablir le sommeil, donc lutter contre l'insomnie, lorsqu'on arrive à avoir une meilleure sécheresse vaginale et donc une vie sexuelle plus agréable, entre guillemets, oui, beaucoup vont applaudir, oui, comme quoi, effectivement, c'était peut-être une période difficile à traverser, notamment cette période périménopause, mais ça va, franchement, ça va. Et à chaque fois qu'il y a des petits désagréments, on les traite, on prend en charge ces désagréments-là. Et il y en a qui vivent très, 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 très bien la ménopause. Ils sont vraiment très épanouis après la ménopause, en tout cas dans cette post-préménopause, disons. Ok. Docteur Diop, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez, est-ce qu'il y a un message que vous auriez envie de faire passer aux femmes, justement, sur cette thématique-là, aux femmes qui ne sont pas encore venues vous voir, qui peuvent être des femmes plus jeunes, vos clientes aujourd'hui, là, qui ont accouché il y a quelques années, qui vont rentrer dans cette période-là, qui ne sont pas encore forcément ouvertes sur tous ces sujets. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur communiquer comme message? Oui, les encourager un peu. Moi-même, depuis peut-être une quinzaine d'années que j'exerce en gynécologie, j'ai vu un peu ma patientèle évoluer, certainement avec mon âge. Je commence à avoir des cheveux blancs qui apparaissent un peu beaucoup sur ma tête, donc certaines étaient un peu gênées quand il y a 15 ans, je me souviens, il y a 15 ans, quand j'ouvrais mon cabinet, une dame qui était venue me voir, qui avait des symptômes de préménopause, mais quand elle est rentrée dans mon cabinet, elle était gênée d'être examinée en préménopause par le jeu de médecin que j'étais. Mais j'étais tout aussi gêné qu'elle, de toute façon. Elle ne savait pas, c'était une patiente d'âge assez âgée, mais j'étais tout aussi gêné qu'elle, probablement. Là, maintenant, avec le temps, je me rends compte que des patientes que moi-même je suis depuis 15 ans, depuis une vingtaine d'années, qui vont entrer ou qui sont déjà entrées en préménopause, l'accompagnement continue. Il y a 15 ans, on les accompagnait sur la grossesse. Maintenant, on va continuer à les accompagner sur la ménopause. Et je suis de plus en plus à l'aise, eu égard à mon âge, de recevoir des patients d'un certain âge et qui vont avoir des symptômes de préménopause ou de ménopause et qui pourront venir nous exposer le problème. On va les accompagner. Leur dire encore une fois qu'il y a une vie après la ménopause, qu'il y a une belle vie après la ménopause et on pourra croquer à pleines dents de cette vie en se débarrassant ou en tout cas en prenant en charge ces petits symptômes liés à la ménopause, qui est un phénomène, rappelons-le, tout à fait naturel. Là, on parle des femmes qui viennent voir le gynéco quand elles sont à Dakar, qu'elles ont la chance de pouvoir venir à la clinique Bellevue, mais quand elles sont au fond du Sénégal, dans les villages, que déjà en termes d'accompagnement sur l'accouchement, c'est pas toujours le rêve. Qu'est-ce qui se passe au moment de la ménopause? Est-ce que ça existe pour elles? Est-ce qu'on en
Malheureusement, elles sont souvent laissées pour compte. Déjà, rien comme vous l'avez évoqué, même pour les grossesses, l'accompagnement durant les grossesses, l'accouchement, c'est pas top, la prise en charge, même si de plus en plus les collègues font des efforts par rapport à ça. Le gouvernement même met en place des structures pour améliorer la prise en charge des patients un peu partout dans le Sénégal. Mais c'est sûr et certain que l'accompagnement qu'une femme à Dakar peut avoir pour prendre en charge ses symptômes de ménopause n'est certainement pas la même qu'une femme à Fongolimbi ou à Ouagadougou pourrait avoir pour l'accompagnement durant ces périodes de ménopause. Et c'est un peu dommage. Heureusement, les réseaux sociaux sont venus un peu démocratiser tout ça. Et les femmes à Dakar, comme les femmes à Kédougou, à Fongolimbi, ont probablement le même accès au niveau d'information en passant soit par les réseaux sociaux ou par Google, sans abuser un peu. Et donc, pour pouvoir comprendre un peu les symptômes et savoir qu'il y a des possibilités d'accompagnement, de traitement par rapport à leurs symptômes. Et j'encourage mes collègues gynécologues comme sages-femmes dans les régions éloignées du pays à offrir la même qualité de soins aussi bien aux patients à Dakar que les patients dans ces régions éloignées. Parce que le Sénégal est quand même une communauté assez matriarcale aussi, historiquement. On sait qu'au moment de la nuit de noces, il y a plein de conseils qui sont donnés au moment de. Mais est-ce que dans cette période-là, il y a un échange, il y a une transmission entre les mères, les filles, les grands-mères? Ou est-ce que, au contraire, on n'en parle pas du tout? Je pense que c'est entre femmes, à cet âge, d'un certain âge, entre femmes matures, c'est plutôt elles qui vont échanger de conseils, échanger de bons conseils, échanger d'astuces de grand-mère qu'elles vont utiliser pour gérer les symptômes de la ménopause. Ce ne sera pas des conseils qui seront étalés sur la place du village, ou bien des conseils qu'on donnera comme on donnerait à une jeune fille la veille de sa lune de miel, de sa lune de noces. Mais je pense que les communautés de femmes matures, constituées, les mbotay de femmes qu'on appelle dans notre jargon, dans notre langue, euh, vont se donner des conseils mutuels, vont s'accompagner, et cet accompagnement psychologique-là va aider à gérer les symptômes de ménopause. Et ce serait quoi des conseils, les conseils qu'elles peuvent avoir, les recettes de grand-mère, comme vous disiez? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des plantes Certainement de la particulières au Sénégal, indépendamment Oui, du soja dont vous parliez, mais des plantes plus traditionnelles? certainement, certainement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, même en dehors de la ménopause, lorsqu'elles sont en proie à de la sécheresse vaginale, la ménopause n'est pas la seule situation où on peut avoir la sécheresse vaginale, il y a de la phytothérapie basée sur ces plantes-là, que ce soit le djeka, que ce soit le vitivier, que ce soit, j'ai pas trop les noms en tête. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, de substances que les femmes utilisent, parfois même de manière déraisonnable pour faire des bains de vapeur, des bains de siège, ce que nous ne recommandons pas, mais parfois aussi en infusion et qui permettent un peu d'améliorer la lubrification vaginale. Et je pense que ces femmes-là, en période de préménopause ou de ménopause, peuvent utiliser ces mêmes plantes en infusion, je précise, pour améliorer les symptômes liés à la préménopause, notamment pour améliorer leur vie sexuelle. Dans votre entourage de médecins ou d'hommes, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes au Sénégal qui se questionnent sur la ménopause de leurs femmes ou sur la ménopause de manière plus générale? Je ne pense pas, je ne pense pas. Autant je peux recevoir un certain pourcentage d'hommes qui vont venir avec leurs femmes pour les consultations prénatales, autant si je faisais le compte des hommes que je reçois qui accompagnent leurs femmes durant la période difficile de la préménopause, il n'y en a pas des masses malheureusement. Et elles vous disent qu'elles peuvent échanger avec leur mari, qu'elles en parlent, ou encore une fois, c'est un tabou à l'intérieur du couple? C'est souvent un tabou, malheureusement, c'est souvent un tabou. Ça peut même créer des conjugopathies, comme on dit, des problèmes conjugaux. Si la femme elle est moins encline à accepter les rapports sexuels, elle est moins réceptive, elle a plus de douleur qu'elle cache un peu, elle souffre en douleur, En en silence? cachette par rapport à ça, en silence. Elle va peut-être utiliser se rabattre sur l'utilisation de lubrifiants ou d'autres choses pour améliorer les symptômes, en tout cas cette sécheresse vaginale. Les bouffées de chaleur, évidemment, ça peut créer des conflits dans le couple. L'un va vouloir peut-être mettre le ventilo, ouvrir la fenêtre ou mettre la clim, l'autre va trouver que la chambre est trop froide. Bon, bref, des petits conflits dans le couple liés à ces petits détails-là. Et surtout, par rapport à toute cette périménopause, cette insomnie, en tout cas tous ces symptômes-là, que le mari peut-être ne va pas percevoir au début, en tout cas ne va pas comprendre, la femme elle a plutôt tendance à avoir caché ces symptômes-là. Si elle ne comprend pas déjà,
qu'est-ce qui se passe avant de prendre la décision de venir en consultation. Et le délai moyen de consultation entre l'apparition des premiers symptômes de la préménopause et la consultation, ça peut faire jusqu'à 6 mois à 1 an, ce qui est quand même assez long. Super. Mais Docteur Diop, je vais vous remercier pour ce bon moment que nous avons passé ensemble aujourd'hui et pour toutes ces infos qu'on a pu partager. Et puis moi, je valide votre credo à 2000%. Donc, continuons à instruire les femmes et éduquons leurs maris et leurs enfants pour que tout ça se passe au mieux possible dans notre société. Exactement, c'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez à travers votre podcast, pour atteindre le plus grand nombre de femmes et les instruire et les expliquer un peu leur corps, leur physiologie, le fonctionnement de leur corps et les accompagner au mieux dans leur santé au quotidien. Un grand merci à vous. Je vous en prie, madame. Merci à vous. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.